Chaque marque de ciseaux cachait une blessure plus profonde. Bienvenue dans Dossier Mystère. Je suis votre animateur Étienne. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous nous écoutez. J'adore les lire. Partons à la découverte de ces fissures. C'était un après-midi parfait dans le village de Little Wendover. Une de ces journées dorées de fin d'été où les roses tombent sous leur propre poids et où l'air sent légèrement le foin chaud et les murs mûrissantes. À l'extrémité de High Street, juste au-delà de la boulangerie et de l'ancienne forge transformée en salon de thé, la place verte du village a accueilli la très attendue Foire des Arts et de l'Artisanat. Un événement distingué auquel a assisté toute l'excitation que Little Wendover pouvait susciter. Les tables drapées de lin proposaient des confitures maison, des écharpes tricotées de travers et de délicates aquarelles représentant des moutons dans les prés. Les dames locales vêtues de robes à fleurs et de grosses chaussures bavardaient avec animation, tandis que les quelques messieurs présents, des colonels à la retraite et quelques ecclésiastiques, s'affairaient à la tente à cidre. C'était le genre de journée qui semblait totalement à l'abri de la tragédie. Miss Jane Marple, vêtue de gris doux, avec une rose épinglée sur son chapeau de paille, se promenait parmi les présentoirs, s'arrêtant de temps en temps pour admirer un morceau de broderie ou un ensemble de bougeoirs tournés à la main. Elle avait été particulièrement attirée par la pièce maîtresse de la foire, une zone de tente où une petite exposition de sculptures avait été organisée, attirant les villageois curieux. L'exposant était M. Gerald Edgecombe, un homme dont la seule présence suscitait des chuchotements parmi les dames plus âgées du village. Autrefois sculpteur célèbre à Londres, Gerald s'était retiré à Little Wendover après qu'une série de scandales, aventures chuchotées, dettes impayées et une brouille particulièrement compliquée avec une célèbre patronne eurent terni sa réputation. On disait que sa maison rustique à la lisière des bois était remplie de statues à moitié terminées et de bouteilles de cognac vides. Pourtant le talent s'accrochait à lui comme un fantôme têtu. Les sculptures exposées étaient tout simplement exquises, des figures de danseurs finement sculptées, des scènes mythologiques et, le plus frappant de tous, le buste grandeur nature d'une belle femme avec une couronne de lierre autour du front. L'œuvre semblait presque respirer. Miss Marple, de son œil vif, remarquait non seulement les sculptures, mais aussi les expressions des spectateurs, admiration, envie, dédain. La nature humaine mise à nu. Au moment même où la femme du curé qualifiait l'une des statues de un peu indécente, une agitation s'élevait à l'entrée de la tente des sculptures. Un cri aigu, sans aucun doute celui d'une femme, coupa le bourdonnement agréable de la conversation. Les têtes se tournèrent. Quelques villageois, la curiosité l'emportant sur le bon sens, se dirigèrent vers le son. Miss Marple restait là où elle était, une habitude qui lui était propre lorsque des événements inattendus se produisaient. Les gens en mouvement obscurcissaient souvent la vue la plus claire. En quelques instants, la source du dérangement est devenue claire. Madame Penelope Foster, l'organisatrice de la foire, et une femme connue pour son sens rigide des convenances, apparut en chancelant, une main gantée pressée contre sa bouche, l'autre pointant sauvagement vers la tente. « Il y a... Oh mon Dieu, il y a un corps !» Elle haleta. Un sentiment de panique parcourut la foule. M. Weatherby, un avocat à la retraite, s'est précipité pour apporter son aide, tandis que le jeune Thomas Greaves, le constable du village, à peine sorti de l'adolescence, tentait de rétablir l'ordre. Il n'a fallu que quelques minutes pour que la réalité se dévoile. Gerald Edgecombe, l'artiste énigmatique du village, avait été retrouvé affalé derrière l'une de ses propres statues, mort de froid. La première impression, et elle s'est rapidement répandue de bouche en bouche, était qu'il avait subi une crise cardiaque. Le médecin du village, appelé en toute hâte, se pencha sur le corps, le visage grave. Mais Miss Marple, qui s'était approchée tranquillement de la périphérie de la scène, a observé plusieurs choses que d'autres n'avaient pas remarquées. L'angle contre nature de la tête de Gérald,
la teinte bleuâtre particulière de ses lèvres, et, plus important encore, le signe délicat mais révélateur de quelque chose de croûte sur le bord de la tasse de thé, près de sa main. Poison. Elle le sentait jusque dans ses os. En une demi-heure, le green était dégagé, la foire abandonnée. Les stands ont été fermés à la hâte et les banderoles retirées. Les villageois se sont retirés chez eux, mais les ragots, comme un incendie de forêt, ne faisaient que commencer. De son siège, sous un buisson de lilas, Miss Marple entendit les extraits défiler, une affaire terrible, et juste au moment où il avait été chargé de faire ce mémorial pour la femme du maire, « Remarquez-moi bien, c'est cette Française qui a siégé pour toutes ces statues. Un air méchant, je disais toujours. » Ou cette horrible histoire avec Madame Walsh et les factures impayées, elle a dit qu'il l'avait menacée, vous savez. Miss Marple croisa doucement les mains sur ses genoux, son expression sereine. Elle ne fit aucun commentaire, même si elle savait mieux que quiconque que de tels discours, bien que dramatiques, touchaient rarement le véritable cœur des choses. Après tout, ce n'était pas le suspect le plus bruyant qui était habituellement coupable, c'était le regard calme, les lapsus étranges, le subtil détournement de culpabilité. Elle regarderait, elle écouterait. Parce que Miss Marple, si douce qu'elle paraisse, avait appris depuis longtemps qu'en matière de passions humaines, les villages les plus idylliques pouvaient cacher les cœurs les plus noirs. Et quelqu'un, à Little Wendover, avait sculpté bien plus que de la pierre cet après-midi. Il s'était taillé une vie. Et Miss Marple avait l'intention de découvrir qui. Le choc de la mort de Gerald Edgecombe persistait à Little Wendover, comme la brume tenace qui s'accrochait, parfois à la verdure du village les matins d'automne. Bien que le corps ait été respectueusement transporté vers le cabinet du docteur Pendleton, la véritable tempête ne faisait que commencer, non pas avec de la pluie, mais avec des mots. Au pub The Three Feathers, lieu de rassemblement des habitants, les plus francs du village, les langues s'échangent avec une ferveur croissante. Les hommes s'appuyaient sur le bar en chêne poli, sirotant des pintes d'amers, tandis que les femmes se regroupaient aux tables de la fenêtre, la tête penchée l'une contre l'autre comme des fleurs tendues vers le même soleil de scandale. Miss Marple, bien sûr, n'avait pas l'intention de fréquenter le pub à une telle heure. Une dame devait maintenir ses standards, mais elle se retrouvait très bien assise à sa table préférée dans le salon de thé de Madame Bartlett, juste de l'autre côté de la rue, sirotant un pot de Darjeeling plutôt faible et écoutant discrètement les conversations qui se déroulaient dans la rue pavée. « Vous remarquez mes mots » a déclaré Madame Kingsbury, la maîtresse de poste, d'une voix qui était à peine criante. C'était son modèle, cette femme Helena. Les étrangers sont tous très étranges, n'est-ce pas? Et elle portait toujours ses chemisiers décolletés et portait quelque chose de choquant. Madame Bartlett, essuyant une soucoupe avec son tablier, hocha sagement la tête, montrait ses dents à chaque homme qui passait. Et le pauvre monsieur Edgecombe était du genre sensible, j'ose dire. Les types artistiques sont toujours... Eh bien, vous savez... Miss Marple pencha la tête pensivement. Elle le savait effectivement. Les esprits des villages avaient tendance à tirer certaines conclusions hâtives lorsqu'il s'agissait de quelque chose d'étranger, de bohème, ou même de légèrement non conventionnel. De l'autre côté de la pièce, la jeune Miss Sally, Peters, la nièce du vicaire, ajouta à bout de souffle « J'ai entendu de Madame Lockwood, qui l'avait appris de son beau-frère, que M. Edgecombe envisageait de quitter Little Wendover. Il a dit qu'il en avait assez des petits esprits et des commissions en retrait. L'idée a suscité quelques halètements et un gloussement de désapprobation. Mais pourquoi le ferait-il ? Demanda Madame Kingsbury, scandalisée. Il avait tout, ce dont il avait besoin ici. La paix, l'admiration, et sans aucun doute un arrangement confortable avec ses modèles. Miss Marple remuait son thé, en prenant soin de garder une expression vide. Les projets de départ suggéraient un motif, pensa-t-elle. Les gens étaient souvent les plus dangereux lorsqu'ils craignaient de perdre quelque chose,
ou quelqu'un. Pendant ce temps, à la salle des fêtes du village, l'agent Greaves, dont les fonctions habituelles ne s'étendaient guère au-delà, de diriger la circulation pendant la fête d'été, tentait de mener des entretiens. Il avait réquisitionné le bureau du maire, installant une machine à écrire en mauvais état et plusieurs chaises. Nerveusement, il interrogeait les témoins un à un, notant les déclarations avec une telle lenteur que Miss Marple, passant par là en rentrant chez elle, se demandait tranquillement si le petit Wendover survivrait jusqu'à voir l'affaire résolue d'ici Noël. Pourtant, ce n'était pas la faute du gendarme Greaves. Il était jeune, sérieux, et absolument pas préparé au vrai crime. Plus intéressante pour elle était le personnage qui venait d'arriver, l'inspecteur Craythorne de Downham Market. Un homme de grande taille, avec un froncement de sourcils permanent, et une voix qui résonnait comme une cloche d'église, Craythorne n'a pas perdu de temps pour annoncer son point de vue. « Ça a l'air simple », a-t-il dit à l'agent Greaves en allumant un cigare nauséabond juste sous le panneau « Interdiction ». Des fumées. Edgecombe avait des ennemis, des jalousies, des problèmes financiers, à ce que j'entends. Quelqu'un n'en avait assez de ses manières. Ces choses arrivent. Nous trouverons le lien évident bien assez tôt. Miss Marple, qui s'était discrètement arrêtée pour ajuster son sac à main, aurait presque pu sourire. Les liens évidents désignaient rarement le véritable coupable. Plus tard dans l'après-midi, une réunion plus intime a eu lieu, le Densons, genre de réunion que Miss Marple appréciait le plus pour ses remarques spontanées. Le révérend Chiswick, estimant qu'il était de son devoir pastoral d'apporter du réconfort, a organisé un petit thé au presbytère pour les personnes les plus émotionnellement touchées par la tragédie. Naturellement, il incluait non seulement les proches de M. Edgecombe, mais aussi les commérages les plus enthousiastes. Madame Kingsbury, Madame Bartlett et les sœurs célibataires Emily et Charlotte Brent, qui parvenaient à tout savoir sur tout le monde, même si elles quittaient rarement leur cottage couvert de lierre. Miss Marple, discrètement invitée par Madame Chiswick, avec les mots « Vous apportez toujours une influence apaisante, ma chère », était présente avec son doux sourire habituel et ses oreilles bien ouvertes. Le thé fut servi, des biscuits ont été distribués, et les révélations coulaient aussi librement que la crème. « J'ai entendu dire », a déclaré Emily Brent, baissant la voix jusqu'à un murmure théâtral, que Gérald était terriblement endetté. On a parlé de créanciers qui le harcelaient. Et pourtant, ajouta sournoisement Charlotte Brent, il a toujours réussi à avoir les meilleurs cigares et le meilleur whisky. C'est drôle ça. Madame Bartlett eut un ton désapprobateur. Vivre au-dessus de ses moyens, sans aucun doute. Et n'y a-t-il pas eu des désagréments avec les Walsh à propos de commandes de sculptures impayées? Le nom a attiré l'attention de Miss Marple. La famille Walsh, de riches nouveaux arrivants qui avaient repris l'ancien manoir, était connue pour organiser des fêtes somptueuses et commander des œuvres d'art, même si elle payait rarement rapidement. Pourtant, des rumeurs circulaient, selon lesquelles Gerald et Madame Walsh entretenaient des termes plutôt trop familiers. Et n'oubliez pas, a ajouté Sally Peters, Helena a été vue en train de se disputer avec lui la semaine dernière, juste devant le bureau de poste aussi. Miss Marple posa doucement sa tasse. Arguments, dettes, disputes avec les clients, des murmures de jalousie. Tant de motivations bouillonnaient déjà, et pourtant quelque chose semblait bizarre. La nature, humaine, Miss Marple le savait, était rarement aussi simple qu'elle le paraissait en surface. Un homme comme Gerald Edgecombe, talentueux, capricieux et charismatique, suscitait dans une égale mesure l'admiration et la haine. Mais le meurtre exigeait quelque chose de plus qu'une simple aversion. Il fallait du désespoir, ou un grief profond et purulent. Alors qu'elle se levait pour partir, Miss Marple aperçut la dernière grande œuvre du sculpteur, une statue placée dans le jardin de l'église pour la foire, toujours entourée d'une simple barrière. Une belle figure de femme aux bras tendus, au visage serein. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette expression, pensa Miss Marple. Pas seulement serein, mais presque
triste, comme si Gérald avait gravé dans la pierre non pas un idéal, mais un chagrin secret qu'il portait seul, et peut-être que quelqu'un d'autre avait décidé que cela devait rester secret pour toujours. Miss Marple ajusta ses gants, fit ses adieux polis et sortit dans l'air frais du soir. Demain, décida-t-elle, elle poserait elle-même quelques questions. Après tout, si Gérald Edgecombe avait effectivement creusé son cœur, quelqu'un s'était assuré que ce n'était pas seulement métaphorique. Le matin qui a suivi la mort de Gérald Edgecombe s'est levé, clair et lumineux, avec une fine brume argentée s'enroulant au bord des ruelles du village. Le petit Wendover, malgré toute sa gaieté habituelle, avait maintenant un air d'anticipation méfiante. Les volets s'ouvraient avec plus d'hésitation et les conversations se faisaient à voix basse, comme si les haies même écoutaient. Miss Marple croyait à l'importance des premières impressions. La façon dont les gens se comportaient immédiatement après un crime, avant qu'ils aient eu le temps de se ressaisir ou d'inventer des histoires, révélait souvent des vérités enfouies plus tard sous des couches de tromperie. Ainsi, après avoir terminé son modeste petit déjeuner composé d'œufs durs et de pain grillé, elle partit, apparemment pour une promenade décontractée à travers le village, mais avec son esprit vif en pleine alerte. Son premier arrêt fut bien entendu la poste. Il était encore tôt, et Miss Marple, avec l'art simple de paraître simplement voisine, engagea une conversation douce avec Madame Kingsbury, tout en achetant quelques timbres dont elle n'avait pas strictement besoin. C'est une chose tellement terrible, à propos du pauvre monsieur Edgecombe, murmura Miss Marple en glissant soigneusement ses pièces sur le comptoir. Je suppose qu'un grand nombre de lettres et de télégrammes seront envoyés à ce sujet. Madame Kingsbury, dont la tendance naturelle était à la fois de garder et de divulguer des secrets, renifla d'une manière importante. « Oh oui, Miss Marple, le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis hier après-midi. Les journaux fouinent. Déjà partout, et le maire est dans un état épouvantable. Il dit que cela donne un aspect peu recommandable au village. Cher moi, dit doucement Miss Marple, et dire que M. Edgecombe envisageait de quitter Little Wendover. J'avais entendu des rumeurs. » Madame Kingsbury se pencha avec impatience. « Oh, en effet, la semaine dernière encore, il a envoyé plusieurs colis à Londres. Des colis lourds aussi. Mon Berthe a aidé à les transporter jusqu'à la camionnette. Des caisses, je crois, probablement certaines de ces sculptures. Il a dit qu'il partait. » Les yeux bleus de Miss Marple se sont légèrement aiguisés. « Et a-t-il dit quand il avait l'intention de partir ?» Madame Kingsbury secoua la tête. « Seulement qu'il était prêt pour un nouveau départ. Mais pas un mot sur quand. Vous savez à quel point les gens sont artistiques, Miss Marple. Que de caprices et de fantaisies. »« Tout à fait, » dit Miss Marple en empochant ses timbres avec un petit sourire. « Merci, chérie. » Dehors, elle s'arrêta un instant sous l'arche, de rosiers grimpants près de la porte. Des caisses à Londres. Une décision soudaine de partir. Pourtant, il était là, mort avant d'avoir pu s'enfuir. La coïncidence était une chose à laquelle Miss Marple croyait rarement. Sa visite suivante l'a conduite sur le chemin étroit menant à l'église, où la statue commémorative se trouvait toujours sous sa bâche, attendant l'autorisation du coroner pour être déplacée. Le révérend Chiswick était là, inspectant les parterres de fleurs avec l'air distrait d'un homme contraint à des tâches désagréables. « Bonjour, vicaire, dit doucement Miss Marple. Il leva les yeux, visiblement soulagé de la voir. « Ah, Miss Marple, une affaire des plus pénibles, tout simplement épouvantable. En effet, dit-elle, je me demande, vous étiez assez proche de M. Edgecombe, je crois ?» Le vicaire hésita. « Eh bien, je l'ai encouragé à accepter la commande. » De la statue commémorative, il y a eu une certaine résistance au sein du comité, des questions sur sa réputation, mais j'ai senti que son don artistique l'emportait sur tout cela. Miss Marple hocha la tête. « Tout à fait. Et est-ce qu'il s'est confié à toi ?» Il a l'air troublé. Le révérend Chiswick fronça les sourcils. « Maintenant ?» Que vous en parlez, il avait l'air préoccupé, distrait même.
J'ai supposé que c'était simplement un tempérament artistique. Mais... Il s'interrompit, visiblement mal à l'aise. « S'il vous plaît, vicaire, » dit gentiment Miss Marple. « Tout, ce dont vous pourriez vous souvenir pourrait être important. » Il soupira. « Très bien, j'ai entendu tout à fait par accident, je vous assure. Une conversation plutôt animée entre M. Edgecombe et Mme Walsh. Elle était très insistante sur quelque chose, et il avait l'air provoquant. » Miss Marple a soigneusement rangé cela dans son esprit. Encore Mme Walsh. Son nom était trop souvent revenu pour être ignoré. « Merci, vicaire. Il est toujours préférable de parler franchement de ce genre de choses. » Le vicaire sourit faiblement et retourna à sa contemplation des rosiers débraillés. Depuis le cimetière, Miss Marple se dirigea vers la rivière, où un groupe de maisons était niché parmi les arbres. L'un d'entre eux, en particulier, un charmant endroit couvert de lierre et un petit jardin clôturé, appartenait à Helena Vasquez, le soi-disant modèle étranger, tant décrié par les langues villageoises. Helena était dehors, coupant la masse sauvage de chèvrefeuille, ses cheveux noirs attachés par un foulard brillant. Elle se redressa à l'approche de Miss Marple, s'essuyant les mains avec son tablier. « Bonjour, Miss Marple, » dit-elle, son accent chantant mais clair. « Vous avez entendu la nouvelle, n'est-ce pas? C'est terrible. »« Très terrible, » approuva Miss Marple, le visage tout en douceur. « J'espère que tu tiens le coup, chérie. » Les yeux sombres d'Helena brillèrent. « Les gens pensent du mal de moi. Je l'entends, je sais. Ils pensent que parce que je suis étranger, je dois être méchant. »« Les gens sont prompts à juger, » dit Miss Marple d'un ton apaisant. « Mais vous étiez proche de M. Edgecombe ?» Une ombre passa sur le visage d'Helena. « Nous étions amis. Il était gentil avec moi. Il a dit que je lui rappelais quelqu'un qu'il aimait autrefois. Comme c'est romantique, » murmura Miss Marple. « Romantique ?» Helena rit amèrement. « Non, triste. Il portait la douleur en lui, il buvait trop. Il faisait confiance aux mauvaises personnes. » Et avait-il des ennemis? Helena haussa les épaules. Des hommes jaloux, des femmes en colère, des gens qui lui devaient de l'argent et des gens à qui il devait. Elle se pencha et arracha violemment une mauvaise herbe. Mais qui l'a tuée? Cela je ne le sais pas. Miss Marple étudia encore un moment la jeune femme, notant le léger tremblement de ses mains, les cernes sous ses yeux. Chagrin ou peur? Il était trop tôt pour le dire. Alors qu'elle rentrait enfin chez elle, le soleil étant haut et le village recommençant à bourdonner d'activité, Miss Marple réfléchissait à ce qu'elle avait appris. Gerald Edgecombe s'apprêtait à partir. Il avait des dettes, des disputes et des attachements, certains irrités, d'autres dangereux, et au moins une personne avait des raisons suffisantes pour s'assurer qu'il ne quitterait jamais Little Wendover vivant. De retour dans son confortable cottage au bord de l'allée, Miss Marple s'assit à son bureau et dressa une petite liste sur son sous-main. Madame Walsh, des enchevêtrements financiers, des complications romantiques, Helena Vasquez, l'amitié, mais la jalousie, qu'est-ce vers Londres? Qu'y avait-il dedans? Pourquoi cette précipitation? Elle tapota pensivement son stylo. D'après son expérience, les crimes passionnels étaient souvent désordonnés et impulsifs. Mais ce meurtre froid, silencieux, sans violence apparente, suggérait le calcul. Non, ce n'était pas une querelle d'amoureux ou une bagarre d'ivrogne, c'était un meurtre né de quelque chose, de plus ancien, quelque chose de purulent. Et Miss Marple, tricotant à la main et tranchant derrière ses 12 yeux bleus, avait l'intention de tirer chaque fil emmêlé jusqu'à ce que la vérité, toute la vérité, se libère. La police pourrait courir. Après l'évidence, elle suivrait comme toujours la nature humaine. Bien sûr, en suivant vos instructions exactes, l'inspecteur Craythorne croyait en une action rapide et décisive. Il n'était pas homme à s'attarder sur les complexités lorsqu'une explication simple se présentait. Et pour lui, la mort de Gerald Edgecombe était marquée par la jalousie, le genre de motif personnel et laid qui ne nécessitait pas de fouilles plus approfondies. Ainsi, en milieu de matinée, une enquête formelle était en cours,
et le nom sur toutes les lèvres, prononcé haut dans certains coins et chuchoté nerveusement dans d'autres, était Helena Vasquez. Miss Marple, assise d'un air sérieux près de la fenêtre de son cottage, pouvait presque prédire comment cela allait se dérouler. L'imagination des villageois avait fait des heures supplémentaires, nourries par l'étrangeté d'Helena, ses émotions visibles et le simple fait que le scandale s'accrochait plus facilement à un joli visage. De l'autre côté du green, l'agent Greaves a frappé à la porte d'Helena. Miss Marple, soucieuse de ne pas paraître curieuse, se remit à tricoter mais laissa ses oreilles, remarquablement fines pour son âge, noter les montées et descentes des voix. Tout cela était malheureusement prévisible. À midi, Helena avait été escortée, non pas arrêtée, non, mais convoquée pour un interrogatoire, jusqu'au poste de police temporaire du bureau du maire. La vue de sa silhouette élancée, la tête haute, conduite à travers la place était suffisante pour mettre la machine à ragots en plein mouvement. Au salon de thé de Madame Bartlett, l'ambiance était à la liesse. « J'ai toujours dit qu'elle n'était pas bonne », chantait Madame Kingsbury, versant de la confiture sur son scone avec une vigueur inutile. Caracolant dans ses robes scandaleuses et la façon dont elle s'est comportée avec M. Edgecombe, se jetant pratiquement sur lui, Miss Marple, sirotant son thé, ne dit rien. Elle observa simplement les visages autour d'elle. Soulagement, juste satisfaction, quelques courants sous-jacents d'envie et de dépit. C'était un tableau des plus instructifs, et cela lui disait clairement une chose. Helena Vasquez était le parfait bouc émissaire, trop parfait. Pendant ce temps, dans le bureau poussiéreux du maire, l'inspecteur Craythorne s'appuyait en arrière sur une chaise grinçante, scrutant Helena avec une expression de patience forcée. « Vous avez eu un désaccord avec M. Edgecombe », dit-il en tapotant son crayon contre un bloc-notes usé. Plusieurs témoins l'ont observé. Helena, pâle mais posée, croisa les bras. Nous n'étions pas d'accord sur le paiement. Il m'a promis de l'argent pour le mannequinat, de l'argent que je devais envoyer à ma famille. Il a dit qu'il me paierait après l'exposition. « Et tu étais en colère », dit Craythorne, notant quelque chose avec brio. « J'étais bouleversé, oui, » a admis Helena, « mais être en colère, ce n'est pas tuer. Dans mon pays, on se dispute fort. Cela ne veut pas dire haine. » Les lèvres de Craythorne se retroussèrent légèrement à la mention de son pays. Mais il insista. « Vous avez été vu près de la tente peu de temps avant que le corps ne soit retrouvé. »« Je lui ai apporté du thé, » dit Helena, la voix montant. « Je le faisais souvent. C'était une petite gentillesse. Il travaillait dur. »« Et la coupe a été trouvée près du corps, » dit triomphalement Craythorne. « Ça avec des traces de poison. » À cela, le sang-froid d'Helena se brisa. Elle le regarda horrifiée. « Poison? Non, je n'ai rien fait au thé. Pratique, » dit doucement Craythorne, mais difficile de prouver le contraire. L'agent Greaves se déplaça avec inquiétude dans le coin. Même lui, avec son expérience limitée, avait l'impression que l'inspecteur poussait trop fort, trop vite. Dehors, la main délicate de Miss Marple bougeait régulièrement sur son tricot. Elle n'était pas surprise par les questions d'Helena. Elle n'était pas non plus surprise que l'inspecteur n'ait vu que ce qu'il souhaitait voir. Ce qui l'intéressait, c'était le détail du thé, une méthode simple, une tasse tendue avec désinvolture. À la victime, pas de lutte, pas de signe manifeste de violence. Cela correspondait à la nature méthodique du crime. Mais l'esprit de Miss Marple se tourna vers une question plus pressante. Helena avait-elle été la seule à lui apporter du thé? Parce que s'il y avait une chose qu'elle savait de sa vie de village, c'était celle-ci. Là où il y avait un acte de charité, il y en avait souvent plusieurs qui se chevauchaient et brouillaient les pistes, et peut-être que cette confusion était précisément ce sur quoi le véritable meurtrier comptait. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a rendu visite au docteur Pendleton, le médecin plutôt inquiet du village, qui avait été chargé de l'examen préliminaire du corps de Gerald Edgecombe. Elle le trouva dans son cabinet, l'air épuisé et inhabituellement troublé. « Miss Marple, dit-il en se levant précipitamment, j'ai bien peur de ne pas pouvoir discuter des enquêtes en cours. » «
Bien sûr que non, acquiesça aussitôt Miss Marple. Je suis simplement venu vous renseigner sur votre santé. C'est une telle pression pour un homme de devoir s'occuper de choses désagréables. Le docteur Pendleton se détendit légèrement sous le baume de son attitude compréhensive. Ça a été une épreuve, je dois l'admettre, surtout avec l'inspecteur, qui me souffle dans le cou. Je ne peux qu'imaginer, dit Miss Marple d'une manière apaisante. Mais je me demande si je peux me permettre, était-ce vraiment du poison? Le docteur Pendleton hésita. Les signes préliminaires le suggèrent. Du cyanure peut-être, mais les tests le confirmeront. La décoloration des lèvres, l'apparition rapide. À des symptômes classiques. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Le cyanure était rapide, brutal, et surtout détectable par l'odeur. Une odeur d'amande amère, indubitable une fois connue. Et pourtant, curieusement, aucun des premiers témoins n'avait mentionné une telle odeur. « Et le thé ?» demanda-t-elle doucement. « Il est en cours d'analyse, » a déclaré le docteur Pendleton. « Mais je dois dire que si le poison avait été administré de cette façon, il aurait été masqué d'une manière ou d'une autre. Du sucre, du lait, des arômes forts. Sinon, il haussa les épaules. « En effet, » murmura Miss Marple. « Merci, docteur. Vous êtes très gentil. » Dehors, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le village. Miss Marple marchait lentement, retournant les faits dans son esprit. Du cyanure, mais peut-être masqué. Une tasse de thé, mais aucune preuve directe qui y lie. Helena. Et la vérité plus vaste et plus discrète qu'elle sentait, mais qu'elle ne pouvait pas encore prouver. Helena Vasquez était en train d'être piégée. Elle devait faire attention. Un mauvais geste pourrait amener le véritable meurtrier à se glisser davantage dans l'arrière-plan, resserrant ainsi son filet. Miss Marple a décidé qu'il était temps de rendre visite à quelqu'un dont la présence dans ce drame était jusqu'ici restée étrangement silencieuse. Madame Walsh, la riche veuve. La riche. Avec ses sourires trop éclatants et son habitude de s'impliquer dans toutes les activités artistiques de Little Wendover, était restée remarquablement silencieuse depuis la tragédie. Trop calme. Et le silence, Miss Marple le savait, pouvait être plus éloquent que n'importe quel mot. Ce soir-là, alors que les dernières lumières disparaissèrent du ciel et que les chaumières de Little Wendover s'illuminaient une à une comme une chaîne d'étoiles timides, Miss Marple était assise près de son feu, tricotant lentement. Dans son esprit, elle revoyait les visages, la perplexité d'Helena, l'absence soigneusement orchestrée de Madame Walsh, la certitude bouleversante de l'inspecteur Craythorne. Le mauvais suspect avait été choisi, la mauvaise solution a été adoptée, et pendant ce temps, le véritable meurtrier, calme et calculateur, s'éloignait encore plus dans l'ombre. Mais Miss Marple n'avait pas l'intention de les laisser s'échapper. Le lendemain matin, Little Wendover semblait retenir son souffle collectif. Même le chant des oiseaux était atténué, comme si le village lui-même reconnaissait que quelque chose n'allait terriblement pas sous sa surface tachetée de soleil. Miss Marple, cependant, se sentait particulièrement déterminée lorsqu'elle boutonna son manteau élégant et se dirigea vers Meadow Lane, où la résidence Walsh, une maison géorgienne plutôt autoritaire avec trop de pignons et une malheureuse abondance d'urnes ornementales, se trouvait derrière des portes en fer. Elle avait écrit une note polie demandant un entretien sous prétexte de vouloir discuter d'une éventuelle vente aux enchères caritatives pour le toit de l'église, une cause que Madame Walsh avait défendue bruyamment dans le passé. Comme Miss Marple l'avait prédit, la veuve avait répondu presque instantanément, suggérant un rendez-vous autour d'un café le matin même. Alors qu'elle s'approchait de la grande porte d'entrée, Miss Marple prit son temps pour observer. Le jardin habituellement impeccable présentait des signes de léger abandon. Quelques mauvaises herbes dans les parterres de fleurs, un pavé fissuré près du portail.
Une maison reflétait souvent l'état d'esprit de son propriétaire, et Miss Marple gardait ce petit détail de côté. Madame Walsh elle-même a ouvert la porte, un peu trop vite, un peu trop brillamment. « Miss Marple, c'est un plaisir de vous voir, ma chère. Entrez. » À l'intérieur, la maison sentait fortement le vernis et les lits trop mûrs, une combinaison inconfortable. Miss Marple suivit son hôtesse dans un salon rempli de meubles coûteux, mais de mauvais goût, tous en gros brocart et en laiton brillant. « Une affaire si terrible avec le pauvre monsieur Edgecombe, » dit immédiatement Madame Walsh en versant du café dans de délicates tasses en porcelaine. « C'est un véritable choc pour la communauté. » En effet, acquiesça doucement Miss Marple, acceptant sa tasse. « Vous le connaissiez bien, je crois ?» Le sourire de Madame Walsh se figea l'espace d'une seconde. « Eh bien, bien sûr, on essaie de soutenir les artistes locaux. Et Gérald était certainement talentueux. »« Et tu t'es assis pour lui, j'entends ?» dit Miss Marple, son ton aussi innocent que si elle discutait de la météo. « Une petite commission. » dit Madame Walsh d'un ton léger en levant un grain de poussière de sa manche. Rien d'important. Miss Marple sirota son café, à la fois trop fort et étrangement amer. Cela a donc dû être un coup dur d'apprendre qu'il envisageait de quitter le village. Madame Walsh posa sa tasse avec un léger tintement. Partir? Je n'avais pas entendu ça. Le mensonge était trop rapide, trop net. Miss Marple sourit intérieurement. Oui, dit-elle, en remuant son café avec un soin exagéré. Plusieurs caisses. Envoyées à Londres, je comprends. Une sortie assez dramatique. Les doigts de Madame Walsh se resserrèrent légèrement sur le bras de son fauteuil. Miss Marple, sentant l'avantage, laissa la conversation dériver vers des sujets plus insignifiants. Parlons des bazars religieux et des expositions de fleurs, tout en notant la raideur croissante de la posture de Madame Walsh et le léger tremblement lorsqu'elle attrapa à nouveau sa tasse. Au bout d'une demi-heure, Miss Marple se leva pour partir, remerciant avec effusion Madame Walsh pour son hospitalité. Elle s'arrêta dans le hall d'entrée, admirant un grand socle en marbre près de l'escalier. « Une si belle pièce, » a-t-elle dit. « Italien, peut-être. » Madame Walsh, visiblement désireuse de réorienter la conversation, s'est exclamée à propos de sa collection, agitant la main vers les diverses statues et bustes ornant la salle. Et c'est à ce moment-là que Miss Marple l'a vu, l'indice, si petit qu'il aurait pu passer inaperçu pour quiconque, était moins sensible aux petites trahisons de la vie. Une petite et légère trace sur le sol en marbre, près du bord du socle, une tache, légèrement brunâtre, presque invisible sur la pierre pâle. Miss Marple, faisant semblant d'ajuster son sac à main, se pencha légèrement et confirma ses soupçons. Thé renversé, et à en juger par la poussière qui s'était déposée de manière inégale le long des bords de la traînée, elle n'était pas fraîche. Le même thé, peut-être, qui avait transporté le poison. L'esprit de Miss Marple avançait, calmement. Pourquoi y aurait-il une tache de thé ici, près de la base d'une statue plutôt que près de la tente à sculpture sur le green? Sauf si, à moins que Gérald Edgecombe ne se soit rendu chez Madame Walsh peu de temps avant sa mort, et y avait consommé du thé empoisonné. De retour dans son propre cottage, Miss Marple s'assit et passa en revue les faits. L'inspecteur Craythorne et la majeure partie du village étaient obsédés par Helena Vasquez et la tante foraine. Et si le meurtre avait été déclenché plus tôt, et si le poison avait déjà été administré quelques heures avant la foire? Le cyanure agissait rapidement, certes, mais seulement s'il était administré à une dose suffisante. En plus, petite quantité, surtout lorsqu'il est masqué par de la nourriture ou une boisson forte, il peut provoquer des symptômes progressifs, étourdissement, confusion, voire collapsus. Un homme comme Gérald Edgecombe, fier et têtu, se serait peut-être senti mal, mais il aurait continué à accomplir ses tâches à la foire, attribuant ces symptômes à la nervosité ou à la chaleur, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Miss Marple tapota pensivement son aiguille à tricoter, contre la table, et qui aurait à la fois le motif et l'opportunité de l'empoisonner tranquillement dans l'intimité d'une grande maison,
Madame Walsh, bien sûr, une femme qui a des moyens, une femme avec un grief, peut-être à propos de l'argent ou quelque chose de plus personnel. Une femme qui avait toutes les raisons de faire taire Gerald Edgecombe avant qu'il ne puisse révéler l'emprise qu'il avait sur elle, mais il n'y avait encore aucune preuve. Seulement une légère tache de thé, une hôtesse nerveuse et un village désireux de croire en un coupable différent et plus facile. Miss Marple avait besoin de plus, elle avait besoin de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces caisses envoyées à Londres. Si Edgecombe avait prévu de vendre certaines sculptures, peut-être celles qui pourraient révéler des secrets compromettants, cela expliquerait tout. Et Miss Marple avait une idée pour le découvrir. Le lendemain matin, sous prétexte de vérifier les arrangements pour la remise des prix de la Foire des Arts, désormais reportée, Miss Marple s'est rendue à la salle des fêtes, où l'agent Greaves travaillait sous une montagne de paperasse. « Mon cher connétable, » dit gentiment Miss Marple, « je me demande si vous pourriez m'aider avec quelque chose. J'espérais récupérer un petit trophée, et je comprends que vous avez une liste des biens de M. Edgecombe, ceux qu'il a récemment envoyés à Londres. » L'agent Greaves, rouge et troublé, feuilleta les papiers jusqu'à ce qu'il produise un manifeste. Juste une liste d'objets envoyés par le transporteur local Miss Marple. Des sculptures, principalement. Pas de trophées, cependant. « Eh bien, » dit Miss Marple, parcourant le document avec un regard apparemment indifférent. « Comme c'est intéressant, un buste en marbre, un moulage en bronze, une grande caisse scellée marquée « Privé » à manipuler avec soin. » Elle laissa juste ce qu'il fallait de curiosité s'infiltrer dans sa voix. « Je me demande ce qui était si privé. » Greaves haussa les épaules. « La police de Londres vérifie le contenu maintenant, madame. »« Bien sûr, » dit Miss Marple en souriant sereinement. « Il faut être minutieux. » En quittant la salle, elle s'autorisa un petit moment de satisfaction. L'indice caché, la tache de thé chez madame Walsh, l'avait orientée dans la bonne direction. Les caisses, en particulier celles scellées, révéleraient le reste. C'était toujours les plus petites choses, se dit Miss Marple qui trahissèrent le jeu. Un mot égaré, un regard nerveux, une goutte de thé renversée, et elle ne se reposerait pas jusqu'à ce que le tableau complet soit révélé, chaque chagrin caché, chaque secret gravé dans la pierre. Parce qu'à Little Wendover, aucun crime, même soigneusement, déguisé ne pouvait résister à l'examen attentif et silencieux de Miss Jane Marple. La semaine qui suivit la mort de Gerald Edgecombe interrompit brutalement le rythme habituel de Little Wendover. Ce qui était autrefois un village où les ragots coulaient aussi facilement que le thé semblait désormais rempli de suspicions et de conversations sourdes, comme si l'air lui-même était devenu lourd de questions sans réponse. Miss Marple, cependant, ne ressentait pas un tel poids. Pour elle, il s'agissait simplement d'une autre énigme à résoudre, une autre communauté où l'orgueil, la jalousie et les chagrins secrets s'étaient mêlés à un meurtre. Elle avait appris depuis longtemps que les gens étaient rarement tels qu'ils paraissaient. Une conversation tranquille dans un coin, un regard fugace, la moindre hésitation dans le discours, c'étaient les choses qui révélaient la vérité. C'était l'après-midi après sa visite à la salle des fêtes du village et Miss Marple avait pris une décision. Il était temps de rendre visite à nouveau à madame Walsh. La femme avait montré des signes de détresse lors de leur précédente conversation, et Miss Marple soupçonnait que derrière la façade bien gardée se cachait quelque chose de bien plus sombre. Mais avant de pouvoir faire la visite, il lui restait encore un arrêt à faire, le cimetière du village où, selon le vicaire, il y avait quelque chose d'important à découvrir. Le révérend Chiswick avait été inhabituellement vague lors de leur dernier échange, mentionnant au passage qu'il avait quelque chose qui pourrait aider, mais qu'il était trop occupé par ses autres tâches pour parler davantage. Miss Marple avait le sentiment de savoir ce que le vicaire avait en tête et elle avait hâte de le confirmer. Elle arriva à l'église juste au moment où le soleil de Pevson's fin d'après-midi projetait de longues ombres tachetées sur les allées de pierre. L'air était frais, l'atmosphère sereine,
mais en dessous se cachait un léger courant de tension sous-jacente. Le révérend Chiswick l'accueillit avec un sourire précipité mais poli. « Mademoiselle Marple, merci d'être venue. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit l'autre jour. Qu'est-ce que tu voulais me montrer ?» demanda gentiment Miss Marple d'une voix douce, le faisant sortir. Le vicaire la conduisit dans un petit coin envahi par la végétation du cimetière où un vieux banc de pierre se trouvait sous un chêne tentaculaire. Là, par terre, au pied du banc, se trouvait un petit morceau de papier froissé, partiellement caché sous les racines. « J'ai trouvé ça l'autre jour », expliqua le révérend Chiswick en se penchant pour le récupérer. Il semble avoir été placé là délibérément, même s'il est tellement altéré qu'il est difficile d'en distinguer l'écriture. Miss Marple s'agenouilla à côté de lui, les yeux perçants alors qu'elle examinait le journal. Il y avait des mots faibles mais toujours lisibles, écrits à l'encre précipitée. La vérité est entre les mains du sculpteur, qui a sculpté son cœur mais pas son âme. Le prix de l'art n'est jamais bon marché, mais le prix du silence peut tuer. C'était un message énigmatique, mais Miss Marple en comprit immédiatement la signification. « Qui laisserait quelque chose comme ça ici ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le vicaire. Le révérend Chiswick haussa les épaules avec inquiétude. « J'ai bien peur de ne pas le savoir, Miss Marple. Cela ne semble correspondre à aucun des potins habituels. Mais là encore, qui l'aurait su ?» « En effet, » acquiesça Miss Marple en se levant lentement. « Mais il y a autre chose. La référence au sculpteur et au prix du silence semble étroitement liée à la mort de Gerald Edgecombe. » Le révérend Chiswick hocha la tête, l'air troublé. « Je m'étais demandé, les mots sont étrangement spécifiques, n'est-ce pas? Presque comme si quelqu'un voulait laisser un message. » Miss Marple le regarda attentivement, son esprit se retournant. « Merci, vicaire. Je crois que c'est très important. C'est un indice, j'en suis sûr. » Avec un signe de tête de remerciement, Miss Marple quitta le cimetière, ses pensées s'emballant. Le message énigmatique, bien que déroutant dans ses détails, semblait pointer directement vers quelque chose à la fois personnel et dangereux. Le prix du silence. Un avertissement. Mais de qui? Et qui, au juste, avait gardé le silence? Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit de nouveau visite à Madame Walsh, avec l'air poli mais déterminé de quelqu'un qui ne se laissait pas facilement dissuader. Cette fois, elle le savait, la conversation en révélerait plus qu'auparavant. La porte fut de nouveau ouverte par Madame Walsh qui l'attendait visiblement. Son sourire serré trahissait la moindre nervosité, mais elle fit rapidement entrer Miss Marple dans le salon. « Miss Marple, quel plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez fait une agréable promenade ?» demanda Madame Walsh d'un ton presque trop vif. « Très agréable, merci », répondit Miss Marple en s'asseyant. « Je dois dire qu'il fait beau aujourd'hui, presque comme un jour d'été, même si c'est déjà l'automne, n'est-ce pas ?» Madame Walsh hocha la tête, son sourire se raidissant. « Oui, eh bien j'apprécie le changement des saisons. Cela apporte un sentiment de renouveau. » Miss Marple jeta un coup d'œil autour de la pièce. Les mêmes meubles lourds, le même parfum envoûtant de lys. Mais aujourd'hui, l'ambiance était différente, presque chargée de tension. « Je voulais donner suite à quelque chose, » commença Miss Marple, d'un ton décontracté mais mesuré. « Vous avez mentionné au passage la dernière fois que nous avons parlé de votre relation avec M. Edgecombe. Je me demandais si vous pouviez en dire davantage sur les sculptures qu'il a réalisées pour vous. » Le visage de Madame Walsh se crispa. « Je vous l'ai déjà dit, Miss Marple, cela n'avait aucune importance. J'ai commandé quelques pièces, un buste, une statue de mon défunt mari pour le jardin. Rien d'extraordinaire. » Les yeux perçants de Miss Marple n'ont jamais quitté le visage de Madame Walsh. « Bien sûr, mais les sculptures étaient très personnelles, n'est-ce pas? Après tout, il a passé beaucoup de temps chez vous, et je comprends que vous aviez tous les deux une relation assez artistique. » Madame Walsh détourna le regard pendant un moment,
et lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était teintée de défensive. Gérald et moi avons eu nos désaccords. C'était un homme capricieux, toujours aussi imprévisible. Mais il avait du talent, c'est tout. Miss Marple se pencha légèrement en avant, le regard concentré. « Mais tu as quand même ressenti le besoin de le rencontrer, de siéger pour lui après ses désaccords. Pourquoi ?» Madame Walsh hésita, ses doigts tapotant nerveusement le bras de son fauteuil. « Je pensais que c'était pour le mieux, pour la communauté, pour l'Église. » Sa voix vacilla et elle s'éclaircit la gorge. « Je voulais simplement qu'il achève ce qu'il avait commencé. Une dernière pièce pour le village. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Une dernière pièce, en effet. Et a-t-il mentionné qu'il envisageait de quitter Little Wendover bientôt, pour repartir à zéro à Londres? À cela, l'expression de Madame Walsh vacilla. Juste pendant un instant, mais Miss Marple le vit. Un éclair de panique avant qu'elle ne le masque avec un sourire rapide et forcé. « Je n'en avais pas entendu parler, » dit-elle rapidement. « Vous devez vous tromper. » Miss Marple laissa le silence durer un moment avant de répondre. « Bien sûr, j'ai simplement été mal informée. »« Oui, » acquiesça trop rapidement Madame Walsh, en se levant un peu trop vivement. « Eh bien, Miss Marple, c'était agréable de parler avec vous, mais je dois me préparer pour des fiançailles ce soir, et j'ai beaucoup à faire. »« Bien sûr, » dit Miss Marple en se levant et en offrant un sourire agréable. « J'apprécie votre temps, Madame Walsh. Cela a été très instructif. » En sortant de la maison, Miss Marple ressentit un élan de clarté. La panique dans les yeux de Madame Walsh n'était pas qu'une simple surprise, c'était de la culpabilité. Le genre de culpabilité qui venait uniquement d'un passé trop longtemps enfoui pour rester caché. Et elle allait le découvrir, jusqu'au dernier secret. Miss Marple retourna lentement à son cottage, les dernières pièces du puzzle commençant à se mettre en place. Le message énigmatique du cimetière, la nervosité de Madame Walsh, les mensonges subtils. Ils ont tous souligné quelque chose de bien plus profond qu'une querelle artistique. Une confrontation était inévitable. Mais Miss Marple était sûre d'une chose, la vérité était cachée dans le passé, et bientôt, tout serait révélé. Le petit Wendover avait commencé à retrouver sa routine lorsque Miss Marple retourna à son cottage ce soir-là, mais le village semblait toujours fragile, comme du verre prêt à se briser. Les chuchotements s'étaient atténués, mais la suspicion restait dans l'air, un poids que même la lumière changeante du crépuscule ne parvenait pas à soulever. Pour Miss Marple, cependant, les pièces commençaient à s'emboîter. La note énigmatique dans le cimetière, les regards nerveux de Madame Walsh et la tache de thé près de la base du piédestal en marbre, tout cela pointait vers un secret profondément enraciné que personne dans le village n'était prêt à révéler. Mais comme pour toute énigme, il y a toujours un moment où la vérité longtemps cachée commence à émerger. Et maintenant, elle était sur le point de faire cette révélation. Miss Marple avait des soupçons, mais il lui restait encore une dernière pièce pour relier le tout. Il ne suffisait pas de simplement savoir que Madame Walsh avait un mobile, ou que son lien avec Gérald Edgecombe était plus profond qu'elle ne voulait l'admettre. La vérité ne devait pas se résumer à la culpabilité d'une seule personne. Il fallait qu'elle soit un réseau complexe qui unissait les habitants apparemment innocents du village. Le lendemain matin, alors que les dernières traces de brouillard se dissipaient des collines entourant Little Wendover, Miss Marple repartit, cette fois pour l'auberge du village, où une conversation plutôt modeste mais cruciale avait eu lieu la veille au soir. L'agent Graves s'était arrêté à son chalet plus tôt, l'air particulièrement troublé. Après un bref échange, il avait laissé échapper qu'un nouveau développement était survenu dans l'enquête. Il y avait eu une percée, mais Greaves était trop nerveux pour élaborer. Miss Marple, avec sa curiosité toujours prête, a décidé que le moment était venu d'en apprendre davantage. L'auberge se trouvait à l'extrémité du village, nichée près de la rivière, avec du lierre grimpant sur ses murs de pierre.
C'était le cœur de la vie sociale du village, et à cette heure, les seules personnes présentes étaient une poignée de lève-tôt et quelques agriculteurs en quête d'une pinte avant de commencer leur journée de travail. Miss Marple avait pris rendez-vous avec l'agent Greaves pour le rencontrer dans le modeste salon de l'auberge. Elle arriva et le trouva déjà en train d'attendre, plus pâle que d'habitude et bougeant nerveusement sur sa chaise. « Ah, Miss Marple !» dit-il avec un sourire soulagé alors qu'elle entra, fermant la porte derrière elle. « Je suis content que tu puisses venir. Il y a quelque chose d'important que je dois te dire, quelque chose que nous venons de découvrir. » « Allez. »« Constable !» dit doucement Miss Marple en s'installant sur une chaise en face de lui. « Je suis tout oui. » Greaves s'éclaircit la gorge, ses mains agrippant le bord de la table comme s'il se préparait à quelque chose. « Il s'agit des caisses que M. Edgecombe a envoyées à Londres. Elles étaient en fait suivies par la police là-bas. Les autorités ont reçu une information anonyme il y a quelques jours à peine. » Miss Marple haussa un sourcil. « Une astuce anonyme ? Oui, et il s'agissait du contenu des caisses. Quand ils sont arrivés, l'une d'elles était... elle était vide. » Il fit une pause, observant attentivement Miss Marple pour voir si elle comprenait. Les deux autres, cependant, contenaient des sculptures, exactement comme nous le pensions. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était un petit paquet de lettres, non signées, mais d'une main très distinctive. La révélation a fait froid dans le dos de Miss Marple. Les lettres étaient souvent bien plus révélatrices que les statues, et si quelqu'un avait pris la peine de les cacher parmi les œuvres d'art, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Ces lettres contenaient la vérité. « Courrier ?» demanda Miss Marple d'une voix calme mais aiguë. « Que disaient les lettres ?»« C'est ça le problème », a poursuivi Greaves, le visage tendu par la frustration. « Nous ne le savons pas encore. Le contenu des lettres ne nous a pas été entièrement révélé, seulement à la police de Londres. Mais les lettres étaient adressées à Madame Walsh. » Une vague de compréhension déferla sur Miss Marple. C'était le tournant qu'elle attendait. Madame Walsh, malgré sa nature extérieurement respectable, avait été liée à l'affaire bien plus étroitement que quiconque ne l'aurait imaginé. « Madame Walsh ?» répéta Miss Marple, son ton ne trahissant aucune émotion. « Que lui disaient les lettres ?» Greaves remua avec inquiétude sur sa chaise. « C'est ce que je ne peux pas dire avec certitude. Mais il y a quelque chose dans ces lettres, quelque chose qui la relie à M. Edgecombe. Et ce n'est pas seulement professionnel. Il y avait plus entre eux que ce que l'on pensait. » Le cœur de Miss Marple battait un peu plus vite. C'était ça, la dernière pièce du puzzle. Elle savait depuis le début que l'histoire de Madame Walsh était incomplète, mais elle avait désormais la confirmation dont elle avait besoin. Gerald Edgecombe et Madame Walsh avaient partagé quelque chose qui allait au-delà de la simple commission et du paiement. Leur relation avait été profonde, compliquée et secrète. Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant de ces lettres ? A demandé Miss Marple. Greaves secoua la tête. Pas encore. L'inspecteur est allé à Londres pour examiner personnellement les lettres. Il pense qu'elles seront la clé de tout. Mais tu n'y crois pas ? Insista Miss Marple. Greaves hésita, les yeux brillant nerveusement. Non, Miss Marple, je ne le sais pas. Il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Pourquoi envoyer les lettres cachées dans des sculptures ? Pourquoi les garder cachées si longtemps ? Et pourquoi seulement maintenant, après la mort de... Monsieur Edgecombe serait-elle révélée ? Miss Marple s'appuya en arrière sur sa chaise, croisant les mains sur ses genoux. C'est la vraie question, n'est-ce pas ? Pourquoi maintenant ? Qu'a essayé de dire Gerald Edgecombe avec ses lettres ? Elle se leva, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Merci, constable, d'avoir partagé cela avec moi. Vous m'avez donné beaucoup de matière à réflexion. Maintenant, je dois y aller. J'ai quelques affaires à régler. Greaves semblait incertain, mais Miss Marple pouvait voir la confiance dans ses yeux. Il savait qu'elle était plus que capable de suivre le fil jusqu'au bout. Alors que Miss Marple sortait dans l'air frais du matin, son esprit travaillait déjà. Les lettres, cachées à l'intérieur de ces caisses, étaient clairement destinées à être un message.
Un message que Gerald Edgecombe avait tardé à délivrer. Un message qui pourrait tout dévoiler. Et alors qu'elle se dirigeait vers le village, sa prochaine destination déjà en tête, Miss Marple ne pouvait s'empêcher de se demander qui d'autre était au courant de ces lettres, et que ferait-il s'il découvrait la vérité. Il y avait un jeu plus profond en jeu ici, un jeu de manipulation et de tromperie où le prix du silence était plus que de l'argent. Ça hâtait des vies. La prochaine étape de Miss Marple était claire. Elle devait confronter directement Madame Walsh. Il était temps de poser les questions que personne d'autre n'avait pensé à poser, de découvrir la vérité cachée derrière les lettres et de révéler les relations enchevêtrées qui avaient conduit à la mort prématurée de Gerald Edgecombe. Alors qu'elle se dirigeait à nouveau vers la résidence Walsh, Miss Marple savait que la confrontation finale approchait. Et avec lui, les réponses à tout. Le soleil était bas sur Little Wendover, projetant de longues ombres sur le village, alors que Miss Marple retournait à la résidence Walsh. Cette fois, elle n'était pas seulement une observatrice aimable ou une questionneuse occasionnelle. C'était une stratège, chacune de ses démarches délibérées, son esprit aiguisé par les nombreuses couches de tromperie qu'elle avait découvertes. La découverte des lettres, cachées dans des sculptures et envoyées à Londres, avait constitué la dernière pièce du puzzle. La nervosité de Madame Walsh était révélatrice. Sa façade de décorum ressemblait désormais à un mince voile, cachant à peine le profond malaise qui se cachait en dessous. Miss Marple savait qu'elle était sur le point de dévoiler une histoire qui était bien plus qu'un simple cas de rivalité artistique. C'était une histoire d'amour, de trahison et de secrets cachés, et tout cela avait conduit au meurtre de Gerald Edgecombe. Miss Marple avait soigneusement élaboré son plan. Elle confronterait Madame Walsh, mais pas avec des accusations ou des accusations de culpabilité. Au lieu de cela, elle utiliserait la subtilité, comme elle l'avait toujours fait pour faire ressortir la vérité. Madame Walsh, malgré toute sa fierté et son statut social soigneusement cultivé, n'admettrait jamais son implication à moins d'être gentiment poussée. Et Miss Marple était prête à le faire. Lorsqu'elle arriva à la résidence Walsh, la maison semblait étrangement calme, le jardin immobile et vide. Il n'y avait aucun signe de mouvement aux fenêtres, aucun signe de la présence habituelle et animée de Madame Walsh. Mais Miss Marple savait qu'il ne fallait pas se laisser tromper par les apparences. Elle sonna, la main ferme et composée. Instant plus tard, Madame Walsh a ouvert la porte. Son sourire éclatant habituel saluant Miss Marple, même s'il était teinté d'une tension sous-jacente qui n'a pas manqué à Miss Marple. « Miss Marple, comme c'est gentil de votre part de revenir, » dit Madame Walsh, sa voix agréable mais tendue. « Entrez, entrez. J'étais sur le point de prendre une tasse de thé tranquillement. » Miss Marple sourit chaleureusement. « Je m'excuse d'être arrivée à l'improviste, mais j'ai repensé à notre dernière conversation. Vous sembliez quelque peu troublée, Madame Walsh. Est-ce que tout va bien ?» Les yeux de Madame Walsh clignotèrent, et pendant un instant, elle hésita. Puis, retrouvant rapidement son calme, elle fit signe à Miss Marple d'entrer. « Oh, rien du tout, Miss Marple, juste les soucis habituels. La vie, comme vous le savez, n'est jamais aussi simple qu'on le souhaiterait. » Miss Marple entra dans le salon, remarquant une fois de plus la décoration impeccable, le mobilier impeccable. Mais aujourd'hui, la pièce était plus oppressante que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes se refermaient. Madame Walsh a conduit Miss Marple à un siège, et après une brève pause, elle lui a servi 2 tasses de thé. « Je crains d'avoir été plutôt distraite ces derniers temps », a déclaré Madame Walsh, d'un ton soigneusement neutre, alors qu'elle plaçait une délicate tasse en porcelaine devant Miss Marple. Le meurtre de M. Edgecombe a déstabilisé le village. Tout le monde parle, bavarde, cela devient plutôt ennuyeux. Miss Marple accepta le thé avec un sourire, même si ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Madame Walsh. « Oui, bien sûr, » répondit-elle, sa voix douce mais inébranlable. « Le village a traversé toute une épreuve, et je dois admettre que cela m'a amené à m'interroger sur les gens, sur les secrets.
Les gens peuvent être si différents de ce qu'ils semblent être, n'est-ce pas? Le regard de Madame Walsh hésita pendant une seconde, mais elle reprit rapidement ses esprits. En effet, les gens peuvent se cacher tellement de choses sous la surface, n'est-ce pas? On ne peut jamais vraiment savoir ce qui se cache derrière. Leur façade. Tout à fait, acquiesça Miss Marple d'un ton chaleureux mais inquisiteur. Mais parfois, Madame Walsh, quand on gratte la surface, on découvre que les choses sont plus compliquées qu'on l'imagine au premier abord. Parfois, le passé a une façon de revenir quand on s'y attend le moins. Madame Walsh se raidit légèrement, et Miss Marple vit une brève lueur d'inconfort traverser son visage. C'était tout ce dont Miss Marple avait besoin. Elle l'avait. « Dites-moi, continua Miss Marple, lorsque vous et Monsieur Edgecombe travailliez ensemble, vous a-t-il déjà fait des confidences sur ses projets, peut-être, son avenir ?» La prise de Madame Walsh se resserra sur sa tasse de thé. « Quelle question curieuse, dit-elle, sa voix devenant plus aiguë. Monsieur Edgecombe avait certainement ses projets, mais ils lui appartenaient. Je n'avais pas le droit de me mêler de ses affaires. » Miss Marple se pencha légèrement en avant, ses yeux doux mais inflexibles. « Pas vrai, peut-être, mais parfois nous sommes entraînés dans la vie des gens, que nous le voulions ou non. Vous deviez savoir, par exemple, qu'il envisageait de quitter Little Wendover. » À l'évocation du départ prévu d'Edgecombe, Madame Walsh tressaillit imperceptiblement. « Je n'en étais pas sûr. Il ne me l'a jamais dit. Mais je suppose que je n'ai pas été surpris. » Miss Marple sourit faiblement, sa voix s'adoucissant. « Je vois. Et quand il a décidé de partir, il a dû être assez pressé, n'est-ce pas? Ces caisses qu'il a envoyées à Londres, une chose tellement particulière à faire, presque comme s'il essayait de laisser derrière lui quelque chose d'important, quelque chose qu'il ne pouvait pas emporter avec lui. » Pendant un bref instant, les yeux de Madame Walsh s'écarquillèrent, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Mais tout aussi rapidement, son expression revint à son ancien masque de calme. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Miss Marple. C'était simplement quelques sculptures. Rien de plus. » Le regard de Miss Marple resta fixe sans ciller. « C'est étrange, n'est-ce pas? Envoyer une caisse scellée marquée privée jusqu'à Londres et pourtant n'en parler à personne. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, je me demande? Quelque chose de très personnel, j'imagine. » Le silence entre eux fut long et tendu. Les doigts de Madame Walsh tremblaient très légèrement. La tasse dans sa main tremblait. Miss Marple savait qu'elle avait touché au cœur du problème. C'était le test. Le moment où Madame Walsh romprait son silence ou maintiendrait sa façade soigneusement construite. « Madame Walsh, » dit doucement Miss Marple, son ton changeant, devenant plus direct. « J'ai vu les lettres. » À cela, le visage de Madame Walsh perdit ses couleurs et pour la première fois, Miss Marple vit la véritable émotion dans ses yeux, la peur. Peur d'être attrapée et d'être exposée. Tout était là et Miss Marple pouvait entendre les mots non prononcés suspendus dans l'air. « Tu les as vus ?» murmura Madame Walsh, sa voix à peine audible. « Oui, » dit Miss Marple, d'un ton calme mais ferme. « J'ai vu les lettres cachées à l'intérieur des sculptures, celles que Gerald Edgecombe a envoyées à Londres. Elles vous étaient adressées, Madame Walsh. » Madame Walsh se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ses mains, autrefois si calmes, tremblaient maintenant alors qu'elle attrapait son sac à main tâtonnant avec son fermoir. « Vous ne comprenez pas, Miss Marple, » dit-elle d'une voix brisée. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne voulais pas que quiconque le sache. » Miss Marple se tenait également debout, les yeux fixés sur la femme en face d'elle. « Vous ne vouliez pas que quiconque sache quoi, Madame Walsh? Que vous et Gerald Edgecombe étiez plus que de simples artistes et mécènes, qu'il y avait un secret entre vous deux qu'aucun de vous ne pourrait jamais dire à voix haute? » Madame Walsh se tourna vers elle, l'expression sauvage, ses mains agrippant le bord de la table pour se soutenir. « Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Mais je ne pouvais pas le laisser partir. Il savait tout, Miss Marple, tout ce que j'avais fait. Il allait me dénoncer. » La voix de Miss Marple s'adoucit. « Vous exposez pourquoi, Madame Walsh?
Qu'est-ce qu'il aurait pu savoir qui vous pousserait à le faire taire? Les larmes montèrent aux yeux de Madame Walsh et pour la première fois, Miss Marple comprit la véritable profondeur de sa culpabilité. Il connaissait l'argent que j'avais emprunté, les dettes que je ne pourrais jamais rembourser. Et il allait repartir avec tout. Il allait me ruiner. Et je ne pouvais pas le laisser. Miss Marple hocha lentement la tête, son esprit rassemblant les derniers détails. Madame Walsh était désespérée, acculée par ses propres secrets, et dans ce désespoir, elle avait pris sa vie pour garder la sienne cachée. « Merci, Madame Walsh, » dit doucement Miss Marple, « de m'avoir dit la vérité. » En quittant la résidence Walsh, Miss Marple ressentit un sentiment de tranquille satisfaction. Le puzzle était terminé, la vérité révélée, non pas par des accusations, mais par la patience, l'observation et la compréhension. Et maintenant, comme toujours, la justice trouverait son chemin, peu importe à quel point les secrets étaient enfouis, certainement. En suivant vos instructions exactes, la lumière de fin d'après-midi était douce, projetant de longues ombres sur Little Wendover alors que le village s'installait dans la routine du soir. Il y avait un calme dans l'air, une atmosphère presque paisible qui contrastait fortement avec la tension dont Miss Marple avait été témoin au cours de la semaine dernière. Mais le village, malgré tout son charme suranné, ne pouvait plus cacher les secrets qu'il avait gardés enfouis pendant si longtemps. Miss Marple, après avoir soigneusement reconstitué les vérités cachées derrière le meurtre de Gerald Edgecombe, se trouvait désormais au cœur même du meurtre. Les derniers jours avaient été consacrés à réfléchir tranquillement à la série d'événements qui l'avaient amené à ce moment, les lettres énigmatiques, la tache, de thé dans le hall de Madame Walsh, les signes subtils de peur et de culpabilité. Chaque pièce du puzzle s'était mise en place avec précision, et elle était désormais prête à révéler la vérité, comme elle le faisait toujours, tranquillement, avec grâce et sans fanfare. La salle des fêtes avait été transformée à la hâte en une salle d'audience de fortune sous la présidence du maire. C'était une affaire modeste, avec seulement une poignée d'habitants les plus importants du village présent, ceux qui avaient été les plus proches de l'affaire, ceux qui avaient été témoins du déroulement des événements. Madame Walsh avait été amenée sous escorte, le visage pâle, l'air ébranlé. L'inspecteur, l'agent Greaves et quelques autres membres de la police locale se tenaient à l'arrière, observant avec plus ou moins d'inquiétude. Miss Marple, comme toujours, était restée calme. Elle avait été invitée au débat, même si elle n'avait joué aucun rôle officiel dans l'enquête. Sa présence était pourtant essentielle. La vérité ne serait pas révélée sans elle, et les villageois, sans le savoir, comptaient sur son esprit vif et son observation calme pour tout mettre au point. L'inspecteur Craythorne se tenait devant, s'adressant à la petite foule. Sa voix résonnait à travers la pièce, sa confiance toujours inébranlable malgré les bizarreries de l'affaire. « Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour déterminer la cause de la mort prématurée de Gerald Edgecombe, » a-t-il commencé en regardant les journaux devant lui. « Les preuves ont été examinées et la suspecte Madame Walsh a été impliquée dans son meurtre. » Il y eut un murmure dans la foule, mais Miss Marple resta immobile, ses yeux ne quittant jamais la scène devant elle. Continua Craythorne, sa voix devenant plus assurée. « Nous avons vu les lettres, nous avons vu les indices, et le motif est clair. Madame Walsh, dans son désespoir, a cherché à faire taire M. Edgecombe avant qu'il ne puisse révéler ses secrets. Louisa. » Regard de Miss Marple se tourna vers Madame Walsh, qui était assise à l'avant de la pièce. Le visage de la femme exprimait le regret et la culpabilité, mais son crime n'était toujours pas admis. Elle était assise là, raide, comme si elle se préparait à l'inévitable, ses mains tremblant légèrement. Mais Miss Marple, comme toujours, a été patiente. Elle ne s'est pas précipitée pour parler. Elle savait comment la vérité se dévoilerait. Elle viendrait en son temps, lorsque les pièces seraient toutes en place. Au bout d'un moment, elle se releva, sa présence attirant l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce.
Il y avait un poids subtil dans son silence, une autorité tranquille qui imposait le respect sans effort. « Excusez-moi, inspecteur, » dit doucement Miss Marple, sa voix douce mais inébranlable. « Je crois que vous oubliez quelque chose d'important. » La pièce s'immobilisa, les murmures des villageois s'éteignant. L'inspecteur Craythorne leva les yeux, les sourcils froncés. « Mademoiselle Marple » dit-il, son ton plus interrogateur qu'autre. « Chose ?» Miss Marple s'approcha du devant de la pièce d'un pas délibéré, les mains jointes devant elle. Elle se tourna vers Madame Walsh, qui semblait rétrécir sous son regard, ses yeux se dirigeant nerveusement vers le sol. « Madame Walsh » commença Miss Marple, sa voix toujours douce, mais portant le poids d'une compréhension tacite. « Vous avez souffert. Je le sais. Le poids de vos actes a été lourd et vous avez supporté ce fardeau en silence. Mais maintenant, il est temps que la vérité éclate au grand jour. » Il n'y a eu aucune réponse de Madame Walsh. Elle était silencieuse, le regard fixé vers le bas, le visage pâle comme un fantôme. Gérald Edgecombe, a poursuivi Miss Marple, ses yeux ne quittant jamais Madame Walsh, n'était pas simplement un sculpteur ou un artiste. C'était un homme qui comprenait les profondeurs de la nature humaine, peut-être mieux que quiconque. Et comme beaucoup d'artistes, il voyait des choses que d'autres souhaitaient garder cachées. Miss Marple s'arrêta un instant, permettant à ses mots de s'imprégner. Elle pouvait sentir la tension dans la pièce monter, le poids des attentes s'alourdir. « Madame Walsh, dit-elle doucement, Gérald vous connaissez. Il connaissait votre secret. Et quand il avait prévu de partir, il avait aussi prévu d'emporter avec lui quelque chose qui vous exposerait, quelque chose qui révélerait la vérité. » La pièce était silencieuse. Tout le monde s'accrochait à chaque mot de Miss Marple. La respiration de Madame Walsh était haletante, mais elle restait silencieuse, son visage trahissant un mélange de peur et de regret. « Ces lettres, » a poursuivi Miss Marple d'un ton ferme et inflexible, n'ont pas été simplement écrites comme moyen de communication. C'étaient des aveux, un aveu des crimes que vous aviez commis, l'argent que vous aviez pris, les dettes que vous ne pouviez pas rembourser, et la relation sombre et tordue que vous entreteniez avec M. Edgecombe. À cela, les mains de Madame Walsh tremblèrent visiblement. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Miss Marple jeta un coup d'œil à l'inspecteur Craythorne, qui l'observait attentivement. Les lettres étaient cachées, à l'intérieur des sculptures, a expliqué Miss Marple, parce que Gérald savait qu'elles étaient la clé pour découvrir la vérité. Il savait que si elles étaient découvertes, elles révéleraient le cœur même de vos secrets, et c'est pourquoi vous ne pouviez pas le laisser partir, n'est-ce pas? Finalement, Madame Walsh parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Oui, dit-elle, la voix tremblante. « Oui, je ne pouvais pas le laisser partir, il allait tout gâcher. » Miss Marple hocha la tête. « Mais vous n'étiez pas la seule à avoir quelque chose à cacher, n'est-ce pas, Madame Walsh? Gérald n'en savait plus que vous ne le pensez. Et il prévoyait d'utiliser ces lettres, celles qu'il avait gardées cachées, pour s'assurer que vous n'échapperiez jamais aux conséquences de vos actes. » Le visage de Madame Walsh se plissa de désespoir. « Je n'ai jamais voulu le tuer, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais quand il a menacé de me dénoncer, j'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. »« En effet, » dit doucement Miss Marple, « vous ne saviez pas quoi faire. Mais dans votre panique, vous avez commis une erreur fatale. Vous avez eu recours au poison, une solution rapide et mortelle. Et ce faisant, vous avez scellé votre destin, Lacha. » Pièce était calme, à l'exception du léger bruissement des vêtements de Madame Walsh alors qu'elle baissait la tête, ses épaules tremblantes de sanglots réprimés. Miss Marple se tourna vers l'inspecteur, qui semblait désormais saisir la profondeur de la situation. « Inspecteur, dit-elle d'une voix ferme, la vérité est claire. Madame Walsh n'a cependant pas agi seule. Il y a eu ceux qui l'ont aidée dans ce crime, mais les lettres, ces lettres, étaient la clé. Et maintenant que la vérité est révélée, la justice suivra son cours.
L'inspecteur Craythorne s'avança, le visage affichant un masque de détermination. « Madame Walsh, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Gerald Edgecombe. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites pourra être utilisé contre vous au tribunal. » La pièce éclata en murmures, les villageois échangeant des regards choqués tandis que Madame Walsh était escortée hors de la pièce, la tête baissée de honte. Miss Marple resta immobile, le cœur calme mais lourd de savoir qu'une fois de plus, la vérité avait éclaté au grand jour. Le village de Little Wendover allait bientôt retrouver sa routine tranquille, mais pour l'instant, l'obscurité qui l'obscurcissait depuis si longtemps avait enfin été bannie. Miss Marple se tourna pour partir, les mains toujours croisées, devant elle. Alors qu'elle sortait au grand air, elle réfléchissait à l'affaire, aux rebondissements et aux jeux délicats de la nature humaine qui s'étaient déroulés sous ses yeux. Les secrets de Little Wendover avaient été révélés, et justice avait été rendue. Mais dans le calme du village, on entendait le doux bruissement de la vie qui revenait à la normale, comme si l'air lui-même avait été purifié de ses peurs cachées. Certainement, en suivant vos instructions exactes, maintenant générez la section 10 de l'histoire, en assurant une continuité fluide avec la section précédente. Maintenez le même rythme, le même développement de personnages et la même accumulation de mystères sans révélation prématurée. Gardez le nombre de mots cohérent en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Le ciel du soir sur Little Wendover avait pris une douce teinte lavande, les restes d'une belle journée d'automne s'estompant dans la nuit. Le village, redevenu calme et paisible, reprit son rythme familier. Les événements de la journée, cependant, ont laissé leur marque, non pas de la manière grandiose et dramatique à laquelle certains pourraient s'attendre, mais dans le calme subtil d'une communauté qui avait, pendant un certain temps, été ébranlée jusqu'à son cœur. Miss Marple, comme toujours, avait été témoin de tout cela avec son calme serein habituel. Elle avait vu les citadins se précipiter pour combler les lacunes du mystère, chacun avec ses propres théories, ses propres ragots. La révélation de la culpabilité de Madame Walsh avait fait des vagues dans le village, mais maintenant, tout, aussi rapidement, tout commençait à retrouver son calme d'antan. La vie à Little Wendover avançait à son propre rythme, et même si le meurtre avait été un moment brutal et troublant, il avait fini, comme tous ces moments, par être passé dans le passé. Miss Marple était assise dans sa petite maison près du feu, ses aiguilles à tricoter claquant doucement dans la pièce par ailleurs calme. La soirée était tombée, et le doux bruit du vent bruissant les branches des arbres voisins était le seul son qui accompagnait ses pensées. Elle savait depuis le début que Madame Walsh cachait quelque chose, la panique, les subtils dérapages. Dans la conversation, les niveaux de contrôle et le calme fragile qui dissimulaient sa culpabilité. Mais Miss Marple savait aussi qu'il y avait plus que cela. Les gens agissaient rarement seuls, surtout lorsqu'il s'agissait de secrets. Le désespoir de Madame Walsh l'avait poussée à faire taire quelqu'un qui pourrait ruiner sa vie. Mais ce désespoir l'avait également conduite à commettre des erreurs que Miss Marple avait patiemment suivies, dénouant, fil à fil la toile de la tromperie. La vérité était souvent bien plus complexe que ce que l'on pouvait imaginer. Les lettres cachées dans les sculptures, les dettes cachées, les émotions cachées, tout cela avait dressé le portrait d'une femme poussée à bout par sa propre peur d'être exposée. Madame Walsh n'avait pas seulement tué par amour, comme beaucoup le pensaient, mais pour quelque chose de bien plus ordinaire, sa propre préservation. Elle avait assassiné non pas par passion ou par vengeance, mais parce qu'elle craignait de perdre sa vie soigneusement construite. Ce n'était pas une histoire rare, et Miss Marple l'avait déjà vue. En fin de compte, ce n'est pas le meurtre, lui-même qui a révélé la vérité. C'était la façon dont les gens agissaient sous la pression. Les mensonges, les petites incohérences, voilà les choses que Miss Marple avait appris à remarquer. Et sur ce point, comme toujours, elle avait raison. L'affaire, désormais résolue, avait laissé à Miss Marple un sentiment de tranquille satisfaction,
mais aussi une conscience persistante des ténèbres qui pouvaient si facilement s'infiltrer dans le cœur humain. Le village de Little Wendover s'en remettrait, bien sûr. La vie continuerait, comme toujours, mais les échos du meurtre resteraient, des murmures silencieux qui ne quitteraient jamais le cœur de ceux qui l'avaient vécu. Le lendemain matin, Miss Marple entra dans le village, d'un pas délibéré et calme. Le soleil brillait brillamment sur les pavés et les citadins, même s'ils continuaient à bavarder tranquillement sur l'affaire, semblaient impatients de reprendre leur routine normale. Les agriculteurs étaient dans les champs, les commerçants ouvraient de leurs magasins et les enfants jouaient sur le green. Tout était comme il se doit, presque. Miss Marple avait toujours fait partie du tissu tranquille du village. Elle en était l'observatrice, la chroniqueuse officieuse. Et même si elle savait que les villageois mèneraient à leur vie avec une nouvelle conscience, ils oublieraient probablement les détails de l'affaire avec le temps. C'était la nature humaine. L'esprit avançait, absorbé par de nouvelles préoccupations, et le passé s'effaçait au loin. Elle se dirigea vers le salon de thé de Madame Bartlett, le tintement familier des tasses en porcelaine la saluant à son entrée. Madame Bartlett, comme toujours, se tenait derrière le comptoir, son visage s'éclairant en voyant Miss Marple. « Bonjour, Miss Marple », dit chaleureusement Madame Bartlett. « J'espère que tout va bien après les événements d'hier. Quelle tournure! N'est-ce ça pas ?»« Oui », répondit doucement Miss Marple, ses yeux captant le subtil changement de l'atmosphère. « Un revirement, en effet, mais la vie, comme vous le savez, doit continuer. » Madame Bartlett acquiesça. « C'est ainsi que les choses se passent, n'est-ce pas? J'espère que cela n'affectera pas trop le village. Nous avons toujours été fiers d'être si paisibles, si ordonnés. » Miss Marple sourit, un léger scintillement dans les yeux. « Peut-être, Madame Bartlett, mais c'est souvent l'ordre qui cache les choses les plus intéressantes, n'est-ce pas? » Madame Bartlett parut perplexe pendant un moment, mais ensuite elle comprit et rit doucement. « Vous êtes toujours très sage, Miss Marple. Je suppose que nous avons tous nos petits secrets. Mais en fin de compte, tant que nous faisons tous de notre mieux pour être bons, c'est ce qui compte. » « En effet, » dit Miss Marple, son regard s'adoucissant. « Nous avons tous nos secrets, et parfois, ce sont ces secrets qui nous permettent de nous comprendre un peu plus. » Les deux femmes partagèrent un silence bref et confortable, du genre de silence qui se passait facilement entre celles qui avaient passé des années en compagnie l'une de l'autre. La présence de Miss Marple dans le salon de thé était familière, mais ses pensées restaient lointaines, remontant une dernière fois le fil de l'affaire. Il n'y avait pas de dernier mot, ni de grande révélation à découvrir. La vérité était désormais au grand jour, et il ne restait plus qu'à ce que le village reprenne son rythme. Miss Marple se leva de son siège et posa soigneusement sa tasse de thé sur la soucoupe. « Eh bien, Madame Bartlett, je dois y aller. Le jour appelle et il y a toujours un peu de travail à faire. »« Bien sûr, Miss Marple. Merci pour votre visite, comme toujours. Vous êtes d'un grand réconfort pour nous tous. » Miss Marple sourit, son expression douce et complice. « Le village est toujours un réconfort, Madame Bartlett. Ce sont les gens qui le font, et je suppose qu'en fin de compte, c'est ce qui compte le plus. » Alors que Miss Marple quittait le salon de thé, les rues familières de Little Wendover s'étendaient. Devant elle, la lumière du soleil tachetant les pavés, l'air du matin vivifiant de la promesse d'une nouvelle journée. L'affaire était terminée, les secrets dévoilés, et pourtant le monde continuerait comme il l'avait toujours fait. Et Miss Marple, comme toujours, continuerait à observer, non pas avec suspicion ou jugement, mais avec une compréhension tranquille, car elle savait que le cœur d'un village, comme le cœur d'une personne, était toujours un peu plus sombre, un peu plus compliqué qu'il n'y paraissait. Mais c'était là, pensa-t-elle, la beauté de tout cela. Car en fin de compte, la vérité éclaterait toujours au grand jour, en son temps, et quand cela se produirait, cela serait révélé avec la même douce patience que Miss Marple avait toujours incarnée, une vérité calme et sans prétention qui ne nécessitait aucun grand geste, aucune révélation dramatique, juste le doux dénouement d'une histoire qui attendait d'être racontée.
Et ainsi, avec le cas de la mort de Gerald Edgecombe derrière elle, Miss Marple retourna lentement à son cottage, heureuse de savoir qu'un autre mystère avait été résolu, une autre vérité mise à nu. Le village continuerait comme toujours, et Miss Marple continuerait à observer tranquillement, patiemment, et en comprenant qu'il y avait toujours plus dans l'histoire que ce que l'on voyait. Les jours qui suivirent la révélation de la culpabilité de Madame Walsh apportèrent à Little Wendover un calme étrange, à la fois réconfortant et troublant. Le village semblait retrouver son doux rythme, comme si le meurtre et ses toiles enchevêtrées n'avaient jamais existé. Mais sous la surface paisible, il y avait un changement palpable, un changement dans l'air, un rappel subtil que même les endroits les plus sereins pouvaient être touchés par l'obscurité. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à faire des fioritures dramatiques. L'affaire était terminée. Le meurtrier dévoilé et le village, bien que perturbé, retrouveraient le chemin de son existence tranquille. Cela a toujours été ainsi. La vie, après tout, ne pouvait pas rester éternellement suspendue, aussi fascinant que soit le mystère. Dans les jours qui ont suivi le procès, Madame Walsh a été emmenée dans la ville voisine, où elle allait subir sa punition. Ses aveux étaient détaillés et pleins de remords, et même s'ils étaient arrivés trop tard pour sauver Gerald Edgecombe, ils avaient au moins apporté une certaine justice au village. Les lettres cachées dans les sculptures, le poison dans le thé, les années de secrets soigneusement dissimulés, tout cela avait été révélé. Quant à Miss Marple, elle retourna à sa routine tranquille. Les villageois, encore un peu méfiants face à ses manières subtiles, s'étaient habitués à sa présence. Elle était celle qui voyait ce que les autres ignoraient, celle qui pouvait déceler le moindre soupçon de culpabilité ou de regret. Sa compréhension discrète, bien que souvent inaperçue, était le ciment qui unissait Little Wendover en temps de crise. Un soir, quelques semaines après le procès, Miss Marple était assise dans son cottage près du feu, le doux crépitement, des flammes remplissant la pièce. Le village à l'extérieur était paisible, comme toujours, le seul bruit étant le chant lointain des grillons et le bruissement des feuilles dans la brise du soir. C'étaient des moments comme celui-ci qu'elle trouvait les plus réconfortants. Le calme après la tempête, le retour à la normale. Mais alors qu'elle était assise là, son tricot posé sur ses genoux, elle laissa ses pensées revenir à l'affaire. Le mystère de la mort de Gerald Edgecombe avait été résolu, certes, mais il y avait quelque chose qui persistait dans son esprit. Ce n'était pas seulement le meurtre lui-même, c'était la manière dont il s'était déroulé. Les secrets, les mensonges, les relations qui avaient été cachées à la vue de tous. Miss Marple savait, comme elle l'a toujours su, qu'il n'y avait pas de réponse simple au mystère de la vie. Les gens n'étaient pas faciles à classer dans des catégories précises, bons ou mauvais, coupables ou innocents. La vie était bien plus compliquée que ça. Ce sont les petites choses, les moments subtils, la manière dont les gens se comportaient sous la pression, qui racontaient la véritable histoire. L'affaire avait été résolue, mais en vérité, Miss Marple connaissait la réponse depuis le début. Elle avait vu à travers les strates de la tromperie dès le début et avait compris les motivations bien avant que les preuves ne se mettent en place. Et même si les villageois finiraient par oublier les détails de l'affaire, comme ils le faisaient toujours, Miss Marple s'en souviendrait. Elle se souviendrait des petits indices, des mots non prononcés et de la façon dont les pièces s'étaient assemblées d'une manière calme et sans prétention. Sa réflexion fut interrompue par un léger coup à la porte. Miss Marple se leva de sa chaise, ses pas lents et délibérés. Elle a ouvert la porte et a trouvé l'agent Greaves debout sur le pas de la porte, un air hésitant sur le visage. « Miss Marple, » dit-il avec un signe de tête poli, « je voulais juste vous remercier encore une fois pour tout. Le village, eh bien, ça a été une période étrange, mais vous nous avez tous aidés à voir les choses clairement. Et je ne sais pas comment nous aurions découvert la vérité sans vous. » Miss Marple sourit chaleureusement, les yeux doux. « Vous avez fait l'essentiel du travail, constable. J'ai simplement souligné ce qui existait déjà. »
Greaves hésita un moment avant de continuer. J'y ai beaucoup réfléchi. Vous savez, à la façon dont les choses se sont déroulées. Les lettres, le poison, et comment tout s'est résumé à ce moment précis, à ce choix qu'elle a fait. Oui, acquiesça Miss Marple d'un ton pensif. C'est toujours une question de choix, n'est-ce pas? Ce que les gens choisissent de faire dans un moment de peur ou de désespoir, c'est ce qui les révèle. Greaves hocha lentement la tête. Je pense que je comprends maintenant. Ce n'était pas seulement le meurtre lui-même qui comptait. Ce sont les choix que les gens ont faits avant qu'ils ne se produisent. Les mensonges, les trahisons, les choses qu'ils cachaient. Exactement, dit Miss Marple d'une voix ferme. La véritable histoire est toujours plus profonde que le crime lui-même. Elle réside dans les motivations, les raisons qui se cachent derrière les actes. Et parfois, les gens ne réalisent de même pas le poids de leur choix jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il y eut une longue pause pendant que Greaves absorbait ses paroles. Finalement, il eut un petit sourire reconnaissant. « Je n'oublierai pas ce que vous m'avez appris, Miss Marple. Merci. »« De rien, gendarme, » répondit-elle avec un doux sourire. « Et rappelez-vous, ce ne sont jamais les actions les plus bruyantes ou les plus évidentes qui racontent la vérité. Ce sont les actions silencieuses, celles qui passent inaperçues jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être cachées. » Greaves hocha de nouveau la tête, l'air pensif. « Je garderai cela à l'esprit. » Alors qu'il partait, Miss Marple resta un moment, sur le seuil de la porte, regardant le jeune agent descendre l'allée. L'affaire était terminée, le village avait retrouvé son calme et la vérité, comme toujours, avait été révélée en son temps. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas seulement le village qui avait été modifié, c'était elle aussi. Les petits moments de la vie, apparemment insignifiants, étaient ce qui comptait le plus. Les indices inaperçus, les relations cachées, les vérités tacites. Ce sont ces choses qui ont façonné le monde, et ce sont ces choses que Miss Marple continuerait d'observer. Avec un léger soupir, Miss Marple se tourna vers sa chaise et reprit son tricot, la soirée se transformant en nuit avec son rythme habituel. Le village de Little Wendover, ses secrets dévoilés, était de nouveau en paix. Et Miss Marple, contente de son rôle discret d'observatrice, savait que ce ne serait qu'une question de temps avant que le prochain mystère, la prochaine énigme, ne se présente à elle. Mais pour l'instant, au moins, elle pouvait se reposer, sachant que justice avait été rendue et que la vérité avait été révélée.